La plus profonde désespoir n'est pas celui qui crie au milieu de la nuit, mais celui qui se déguise en normalité pendant la journée. Søren Kierkegaard comprenait quelque chose que la majorité des gens ne parviendra jamais à comprendre. La véritable terreur de l'existence humaine ne réside pas dans la mort, mais dans le fait de vivre toute une vie sans s'être vraiment connu soi-même. Ce n'est pas un échec accidentel. C'est une stratégie de survie psychologique, un mécanisme de défense si sophistiqué que la plupart des gens ne l'utilisent pas seulement, mais le célèbrent comme une vertu. La connaissance de soi n'est pas un voyage romantique vers l'illumination. C'est une expédition effrayante vers les profondeurs de sa propre fausseté. Chaque couche que vous retirez en révèle une autre masque en dessous. Et sous ce masque, il y en a un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que vous arriviez à la question fondamentale que la plupart préfèrent ne pas se poser. Existe-t-il vraiment quelque chose sous tous ces masques? Ou n'êtes-vous qu'une collection de déguisements que vous avez confondus avec une identité? Kierkegaard l'a appelé le désespoir, mais pas le désespoir évident de la souffrance. Il a décrit un désespoir silencieux, un désespoir inconscient. Le désespoir de celui qui ne sait même pas qu'il est désespéré. C'est la condition naturelle de l'être humain moderne. Une existence anesthésiée où l'évasion est devenue si naturelle que nous ne la reconnaissons même pas comme telle. Nous nous réveillons, vérifions nos appareils, consommons du contenu soigneusement conçu pour nous maintenir dans un état de distraction perpétuelle, travaillons dans des emplois qui nous définissent, mais que nous remettons rarement en question. Rentrons à la maison pour consommer encore plus de contenu et répétons le cycle jusqu'à ce qu'un jour, si nous avons de la chance ou de la malchance, quelque chose se brise et nous sommes obligés de regarder l'abîme que nous avons évité toute notre vie. Kierkegaard a identifié 3 stades de l'existence humaine: l'esthétique, l'éthique et le religieux. Mais ceux-ci ne sont pas simplement des étapes de développement, ce sont des cages de plus en plus sophistiquées que nous construisons pour éviter la rencontre avec nous-mêmes. L'individu esthétique vit pour le plaisir, la nouveauté, la stimulation constante. C'est le consommateur parfait, l'utilisateur idéal de toute plateforme conçue pour capter l'attention. Il passe d'expérience en expérience, de relation en relation, de projet en projet, cherchant toujours la prochaine dose de sens externe, car l'interne est un vide qu'il préfère ne pas explorer. Lorsque le stade esthétique s'effondre, lorsque le plaisir ne suffit plus et que la nouveauté devient répétitive, l'individu a 2 options: faire face au vide ou construire une cage plus sophistiquée. La majorité choisit la seconde et évolue vers le stade éthique. Désormais, l'identité ne se construit plus autour du plaisir, mais du devoir, de la responsabilité, des rôles sociaux. Tu deviens le bon employé, le père responsable, le citoyen modèle. Cette cage est plus confortable, car elle vient avec une approbation sociale, un sens de but emprunté, l'illusion que tu vis authentiquement parce que tu remplis tes obligations. Mais Kierkegaard savait que le stade éthique est simplement une autre forme d'évasion. Parce que vous pouvez remplir parfaitement tous vos rôles sociaux et pourtant ne pas avoir la moindre idée de qui vous êtes réellement. En fait, les rôles peuvent être l'outil le plus efficace pour éviter la connaissance de soi. Lorsqu'une personne vous demande qui vous êtes, vous répondez par votre profession, votre état civil, vos affiliations. Vous énumérez vos fonctions comme si elles constituaient une identité. Et peut-être le sont-elles, mais ce sont une identité empruntée, une identité qui vous a été donnée par le système social dans lequel vous êtes né, et non une que vous avez forgée à partir de votre propre expérience d'exister. Le monde est rempli de personnes qui ont passé des décennies à perfectionner leur personnage public sans consacrer un seul instant à explorer leur expérience privée. Elles ont appris quoi dire dans chaque situation, comment se comporter pour obtenir l'approbation, quelles opinions sont acceptables et lesquelles doivent être cachées. Elles sont devenues des acteurs si accomplis de leur propre vie qu'elles ont oublié qu'elles jouent un rôle. Le masque s'est fusionné avec le visage. Et c'est là que la philosophie de Kierkegaard devient vraiment troublante. Parce qu'il ne suggère pas qu'il y a un moi authentique derrière tous ces masques qui attendent d'être découverts, comme le promettent les gourous de l'auto-assistance. Ce qu'il suggère est bien plus effrayant.
que le moi n'est pas quelque chose d'inné, mais quelque chose qui doit être créé. Et créer un moi authentique nécessite quelque chose que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Assumer la responsabilité absolue de leur existence. Cette responsabilité est insupportable. Cela signifie reconnaître que chaque instant de ta vie est un choix, qu'il n'y a pas de scénario à suivre, qu'il n'y a pas d'autorité extérieure pouvant te dire quoi faire, que chaque action est une déclaration de qui tu décides d'être à cet instant. La majorité des gens fuient cette liberté vers ce que Sartre appellerait plus tard la mauvaise foi, la négation de notre propre liberté, la prétention que nous sommes des objets déterminés par des forces extérieures plutôt que des sujets libres qui choisissent à chaque moment. La société moderne a perfectionné les mécanismes d'évasion. Nous avons construit des structures sociales entières conçues pour nous protéger de l'angoisse existentielle. Le divertissement infini, le travail qui consume toute identité, les réseaux sociaux qui nous permettent de guérir des versions éditées de nous-mêmes, les idéologies qui nous offrent des réponses préfabriquées à des questions que nous ne nous sommes jamais réellement posées. Chacune de ces choses est un outil pour éviter la rencontre avec le silence, la solitude, la question fondamentale: lorsque tu retires tout ce qui te définit extérieurement, que reste-t-il? Pour la majorité, la réponse est trop effrayante pour être envisagée. Parce que ce qui reste pourrait être rien. Ou pire encore, ce qui reste pourrait être quelque chose que vous ne reconnaissez pas, quelque chose qui contredit la narration que vous avez construite sur vous-même depuis des décennies. Vous pourriez découvrir que les choses que vous pensiez valoriser ne sont en réalité que des valeurs que vous avez absorbées de votre environnement. Vous pourriez découvrir que les croyances que vous pensiez être les vôtres ne sont que des échos de voix étrangères. Vous pourriez découvrir que la personne que vous avez présentée au monde n'a aucun lien avec ce que vous vivez réellement dans l'intimité de votre propre conscience. Kierkegaard a compris que la connaissance de soi n'est pas un processus de découverte, mais de création, et que cette création nécessite quelque chose qu'il a appelé le saut de foi. Pas le saut vers une religion institutionnelle, mais le saut vers l'acceptation de sa propre subjectivité radicale. L'acceptation du fait que l'on existe dans un état de choix constant et qu'aucune autorité extérieure ne peut vous décharger de la responsabilité de ces choix. Ce saut est effrayant parce qu'il signifie renoncer à toutes les béquilles psychologiques, toutes les excuses, toutes les raisons extérieures que nous avons utilisées pour expliquer pourquoi nous sommes comme nous sommes. La résistance à ce processus n'est pas irrationnelle, elle est profondément rationnelle. Parce que la véritable connaissance de soi détruit le confort. Une fois que vous commencez à voir les schémas de votre propre évitement, vous ne pouvez plus les ignorer. Une fois que vous reconnaissez les façons dont vous avez vécu de mauvaise foi, en jouant des rôles plutôt qu'en vivant authentiquement, chaque moment devient un choix conscient entre continuer la mise en scène ou risquer l'authenticité. Et l'authenticité a un coût social très élevé. Vivre authentiquement dans une société qui fonctionne par conformité est être perçu comme une menace. Les personnes authentiques font que les autres se sentent mal à l'aise parce que leur simple existence est un rappel qu'il existe une autre façon de vivre, que les cages sont optionnelles, que nous choisissons notre propre prison. C'est pourquoi les sociétés ont développé des mécanismes sophistiqués pour punir l'authenticité, l'exclusion sociale, la ridicule, la pathologisation. Si tu oses trop remettre en question, si tu refuses de jouer selon les règles non écrites, si tu insistes pour vivre selon tes propres valeurs plutôt que celles du groupe, tu seras marqué comme problématique, comme difficile, comme quelqu'un qui ne correspond pas. Et voici le piège parfait. Pour te connaître toi-même, tu dois te détacher du jugement social. Mais se détacher du jugement social signifie risquer l'ostracisme. Et l'ostracisme est l'une des expériences psychologiques les plus douloureuses qu'un être humain puisse supporter. Nous sommes des animaux sociaux. Notre survie pendant des millénaires dépendait de l'appartenance au groupe. L'exclusion n'est pas seulement inconfortable, elle active les mêmes circuits neuronaux que la douleur physique. Ainsi, la majorité choisit la sécurité de la conformité plutôt que le risque de la connaissance de soi. Mais même ceux qui sont prêts à payer le prix social rencontrent un obstacle plus insidieux: l'auto-illusion. Nous ne pouvons pas nous commettre nous-mêmes car une partie importante de notre psyché est conçue spécifiquement pour nous tromper. Nos cerveaux construisent des narrations qui protègent notre image de soi. Nous nous souvenons de manière sélective,
interprétons favorablement, rationalisons constamment. Chaque expérience passe par plusieurs filtres avant d'être admise dans la conscience. Et ces filtres sont programmés pour préserver l'histoire que nous nous sommes racontée sur qui nous sommes. Les mécanismes de défense ne sont pas des bugs du système psychologique. Ce sont des caractéristiques. Le déni, la projection, la rationalisation, l'intellectualisation, toutes ces sont des outils que la psyché utilise pour se protéger d'informations qui pourraient être trop déstabilisantes. Et ils fonctionnent si bien que nous ne remarquons même pas qu'ils sont en train d'opérer. Vous pouvez passer toute une vie convaincu que vous êtes conscient de vos motivations alors que vous opérez à partir d'impulsions que vous n'avez jamais examinées. La thérapie psychanalytique tente de créer un espace où ces mécanismes peuvent être observés, où la narration que vous avez construite sur vous-même peut être remise en question. Mais, même en thérapie, l'auto-tromperie persiste. Vous construisez de nouvelles narrations pour remplacer les anciennes. Vous créez de nouvelles rationalisations. Vous trouvez de nouvelles façons d'éviter ce que vous ne voulez pas voir. La connaissance de soi n'est pas une destination à laquelle on arrive après une thérapie suffisante, une méditation suffisante ou une autoréflexion suffisante. C'est un processus sans fin de démasquage. Et chaque masque enlevé en révèle un autre en dessous. Kierkegaard a reconnu quelque chose que la culture moderne de l'auto-assistance refuse d'admettre. La connaissance de soi ne vous rend pas plus heureux. En fait, elle peut vous rendre profondément malheureux. Parce qu'une fois que vous voyez clairement les façons dont vous avez vécu en faux, une fois que vous reconnaissez la distance entre qui vous êtes et qui vous avez prétendu être, cette conscience est douloureuse. L'ignorance n'est pas seulement le bonheur, elle est fonctionnelle. Elle permet de participer à la société sans être constamment conscient de l'absurdité de la plupart des conventions sociales. Elle permet de prendre au sérieux des rôles qui, vus de suffisamment loin, sont arbitraires et construits. C'est pourquoi la majorité des personnes qui prétendent rechercher la connaissance de soi cherchent en réalité l'auto-validation. Elles ne veulent pas se voir clairement, elles veulent se sentir mieux avec elles-mêmes. Elles veulent une narration plus flatteuse, pas une vision plus précise. La véritable connaissance de soi est brutale. Elle vous montre votre lâcheté, votre hypocrisie, vos incohérences. Elle vous révèle les façons dont vous avez rationalisé des comportements qui contredisaient vos valeurs déclarées. Elle vous montre que vous n'êtes pas le héros de votre propre histoire, mais souvent l'obstacle. Et pourtant, Kierkegaard soutenait que ce processus douloureux est la seule voie vers ce qu'il appelait le stade religieux de l'existence. Bien que sa conception du religieux ait peu à voir avec la religion institutionnelle. Le stade religieux est la reconnaissance que votre existence est fondamentalement absurde, qu'il n'y a pas de justification rationnelle à vos choix, que vous vivez dans un état de paradoxe irrésoluble et pourtant, vous choisissez de vous engager dans votre vie, avec vos valeurs, avec votre façon d'être dans le monde. Non pas parce qu'ils ont du sens, mais parce qu'ils sont les vôtres. Voici la différence entre vivre de manière réactive et vivre de manière active. La majorité des personnes vit de manière réactive, en répondant à des stimuli externes, en suivant des scripts sociaux, en optimisant pour l'approbation des autres. Leur vie est une série de réponses conditionnées à des situations qu'elles n'ont pas choisies. La connaissance de soi crée la possibilité de vivre activement, de choisir consciemment plutôt que de réagir inconsciemment. Mais cette possibilité a un coût. Une fois que vous savez que vous faites un choix, vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'excuse que vous n'aviez pas d'option. La tragédie moderne est que nous avons créé une culture qui promet la connaissance de soi tout en fournissant des outils infinis pour l'évasion. Les livres d'auto-assistance promettent de révéler votre vrai moi en 10 étapes simples. Les applications de méditation offrent la paix intérieure en session de 5 minutes. Les coachs de vie vendent des formules pour le succès personnel. Mais tout cela fait partie du même système d'évasion. Parce que la véritable connaissance de soi ne vient pas dans un paquet pratique. Il n'existe pas d'application pour l'angoisse existentielle. Il n'y a pas de hack de productivité pour faire face à sa propre fausseté. Ce que Kierkegaard comprenait, c'est que la connaissance de soi nécessite la solitude. Pas la solitude d'être seul dans sa chambre avec son téléphone, mais la solitude d'être complètement déconnecté de toutes les voix extérieures qui vous disent constamment qui vous devez être. Cette solitude est si rare dans le monde moderne que la plupart des gens ne l'expérimentent jamais. Nous sommes constamment connectés, consommant en permanence l'opinion des autres, nous comparant constamment, ajustant continuellement notre auto-image
en fonction des retours extérieurs. Dans cette cacophonie de voix, votre propre voix se perd. Vous ne savez même pas à quoi elle ressemble, car vous n'avez jamais eu suffisamment de silence pour l'écouter. Et lorsque vous avez enfin ce silence, lorsque vous êtes enfin seul avec vos pensées sans aucune distraction, l'expérience est si inconfortable que la majorité attrape immédiatement le téléphone, allume la télévision, appelle quelqu'un, n'importe quoi pour échapper à cette rencontre effrayante avec le vide intérieur. Mais ce vide n'est pas le problème. Le vide est l'espace où la connaissance de soi peut commencer. Ce n'est que lorsque vous retirez toutes les définitions externes, tous les rôles, toutes les attentes, que vous pouvez commencer à discerner ce qui est vraiment à vous et ce que vous avez porté parce que d'autres s'attendaient à ce que vous le fassiez. Ce processus de discrimination est le travail d'une vie, pas celui d'un week-end de retraite spirituelle. Kierkegaard comprenait également que la connaissance de soi est inextricablement liée à la confrontation avec la mortalité. Tu ne peux pas vraiment te connaître toi-même sans reconnaître que tu es un être temporaire, que ton existence est finie, que chaque moment passé à vivre dans le faux est un moment que tu ne récupéreras jamais. La conscience de la mort n'est pas morbide, elle est clarifiante. Elle élimine le superficiel, expose ce qui importe réellement, oblige à prendre des décisions que tu repousserais autrement indéfiniment. Mais la société moderne a externalisé la mort. Nous l'avons cachée dans des hôpitaux et des institutions. L'avons transformée en quelque chose d'abstrait et de lointain. Quelque chose qui arrive aux autres, pas quelque chose qui vous arrive. Constamment, pendant que vous lisez ceci. Chaque seconde qui passe est une seconde de vie en moins. Mais nous vivons comme si nous étions immortels, comme si nous avions un temps infini pour finalement découvrir qui nous sommes vraiment. Comme si l'authenticité était quelque chose que vous pouvez reporter jusqu'à ce que ce soit plus pratique. Cette négation de la mortalité est peut-être le plus grand obstacle à la connaissance de soi. Parce que sans l'urgence qui découle de la reconnaissance de votre finitude, il n'y a pas suffisamment de motivation pour faire le travail douloureux de démanteler les illusions que vous avez construites. Vous pouvez continuer à dire que vous le ferez demain, ou l'année prochaine, ou lorsque vous prendrez votre retraite, ou lorsque les enfants auront grandi, ou lorsque vous aurez plus de temps. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez passé toute une vie à vous préparer à vivre authentiquement sans jamais l'avoir fait. La connaissance de soi n'est pas non plus un état que l'on atteint puis que l'on maintient en permanence. C'est une pratique, un processus continu de vigilance contre l'auto-illusion. Parce que votre psyché génère constamment de nouvelles narrations, de nouvelles rationalisations, de nouvelles façons d'éviter des vérités inconfortables. Ce que vous avez vu clairement hier peut être obscurci aujourd'hui par une nouvelle couche d'auto-illusion. Le travail ne se termine jamais. Ce que vous avez vu clairement hier peut être obscurci aujourd'hui par une nouvelle couche d'auto-illusion. Le travail ne se termine jamais. Et peut-être que c'est la raison la plus profonde pour laquelle la plupart ne se connaissent jamais vraiment. Parce que c'est un travail qui ne se termine jamais. Sans garantie de récompense, sans objectif clair, sans validation extérieure. Il n'y a pas de diplôme que l'on obtient à la fin. Il n'y a pas de certificat d'authenticité. Il y a seulement le processus continu de questionner, d'examiner, d'être prêt à voir ce que l'on ne veut pas voir. Kierkegaard appelait cela subjectivité. Mais pas dans le sens relativiste moderne où chaque opinion est également valable. La subjectivité pour lui signifiait assumer pleinement ta perspective unique. Reconnaître que tu existes d'un point de vue particulier dans l'univers que personne d'autre ne peut occuper. Et que ta tâche n'est pas de te conformer à des vérités objectives extérieures, mais de vivre ta vérité subjective avec un engagement total. Cela ne signifie pas que tu peux inventer ta propre réalité. Cela signifie que tu dois trouver ta propre relation à la réalité plutôt que d'adopter simplement la relation qui t'a été donnée. Cela ne signifie pas que tu peux inventer ta propre réalité. Cela signifie que tu dois trouver ta propre relation à la réalité plutôt que d'adopter simplement la relation qui t'a été donnée. Cette recherche ne te rend pas spécial. Elle ne t'illumine pas. Elle ne te rend pas supérieur à ceux qui ont choisi le chemin le plus facile de la conformité. Elle te rend simplement conscient, douloureusement conscient, de la distance entre la façon dont tu vis et la façon dont tu pourrais vivre. Et cette conscience est à la fois une bénédiction et une malédiction. Alors pourquoi la majorité ne se connaît jamais vraiment?
Parce que le faire demande un courage qui est extraordinairement rare. Il faut être prêt à perdre l'approbation des autres, à remettre en question les croyances les plus fondamentales sur toi-même, à t'asseoir dans l'inconfort de ne pas savoir, à faire face à la possibilité que celui que tu as été jusqu'à présent soit en grande partie une construction et non une révélation. Il faut choisir la vérité inconfortable plutôt que l'illusion confortable, encore et encore, sans savoir si ce chemin mène quelque part. La majorité choisit l'alternative. Vivre ce que Thoreau appelait le désespoir silencieux. Une vie d'imitation plutôt que de création, de réaction plutôt que d'action, de conformité plutôt que d'authenticité. Et la tragédie n'est pas que ces personnes soient malheureuses. Beaucoup peuvent maintenir un bonheur superficiel pendant des décennies. La tragédie, c'est qu'elles ne sauront jamais qui elles auraient pu être. Car au final, la connaissance de soi ne consiste pas à découvrir une essence préexistante, mais à créer consciemment qui vous êtes plutôt que de laisser les forces extérieures vous façonner. C'est la différence entre être l'auteur de votre vie et être un personnage dans le scénario de quelqu'un d'autre. Et la plupart des gens meurent sans avoir écrit une seule page de leur propre histoire. Maintenant, pendant que tu écoutes ceci, il y a une question que tu ne peux pas éviter. Fais-tu partie de cette majorité ? Combien de ce que tu crois être est réellement à toi ? Et combien est un écho des attentes que tu n'as jamais remises en question ? Vis-tu ou joues-tu un rôle ? Quand as-tu la dernière fois été assis en silence complet avec tes pensées, sans chercher une distraction, sans plan, sans objectif, juste pour voir ce qui émerge lorsque tous les masques sont enlevés ? Et si cette idée te terrifie ? Si ta première réaction est de trouver une raison de ne pas le faire, n'est-ce pas la réponse que tu cherchais ?